vous écoutez le deuxième podcast du PIF. Alors avec moi, autour de cette table, on ne change pas une équipe qui gagne. Il y a Xavier. Bonsoir. Fausto. Bonsoir. Laurent. Je vais essayer de dire bonsoir. Non, bonsoir. Cyril. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Il fallait absolument qu'il fasse un truc pas comme les autres. Ah oui, mais bon, il est fort ce Cyril. Bonjour pour les matinaux, voilà, et bonsoir pour les moins matinaux. Quoi. Et aux manettes, on l'entend pas, mais il y a Jérôme, qui est aussi le talentueux compositeur de notre générique. Voilà, il faut le remercier pour ça. Merci Jérôme. Clap, clap, clap. Avant d'introduire le sujet de ce podcast, Cyril, tu avais quelques infos à nous passer. Oui, on va faire un peu de promo pour les amis qui font des événements sur Paris. C'est déjà la pub. C'est déjà la pub, mais non, mais il faut oublier qu'on est le podcast du Quel PIF, capitaliste, le podcast d'un festival. Voilà. Donc voilà, donc pour commencer, on voulait annoncer qu'il y avait l'étrange festival qui commençait donc jeudi, je crois, le 3 septembre. Voilà, le jeudi 3 septembre commence l'étrange festival pendant une dizaine de jours. Donc voilà, il y a pour les moins parisiens, il y a le festival de Strasbourg, le FEFS, qui aura lieu à la fin du mois. Pour les Parisiens nouveaux, on vous signale la projection, et là ça nous concerne un petit peu parce que c'est le PIF qui l'organise, le 3 octobre prochain, une projection en avant-première inédite publique du film Green Inferno de Eli Roth. En direct ou pas? Ce sera diffusé en... Ce sera pas en direct, mais ce sera la première fois que le film sera montré publiquement à Paris, en tout cas, quoi. Et en double programme, on vous proposera Cabin Fever. Et un tout petit peu avant, moi j'en parle parce que je m'occupe un peu de l'organisation de cette soirée. Il y a la Nuit Excentrique qui aura lieu le 12 septembre au Grand Rex. C'est déjà bien rempli. Je vous conseille de prendre vite fait vos places parce que ça va être n'importe quoi la nuit du samedi 12 septembre. Voilà. Donc, et il y a une nuit excentrique aussi à Strasbourg. La nuit excentrique devient tout à fait nationale, quoi. Voilà, c'est la nuit décentrique. Ah ouais. Voilà. Et donc j'aurais dû parler de la nuit excentrique avant Green Inferno, mais c'est la folie. Alors on peut refaire. Alors il y a la nuit excentrique et enfin dans la logique du calendrier. Donc, le 3 octobre au Grand Rex, une projection donc de Green Inferno et de Cabin Fever. Et ce qui nous amène au sujet de ce podcast, qui est donc le réalisateur Eli Roth. Enfin, réalisateur entre autres, parce qu'on va voir qu'il fait plein de choses. Voilà. Et donc voilà, il y a deux actualités le concernant, parce qu'il y a aussi le 23 septembre Knock Knock qui sort au cinéma, et Green Inferno qui ne va pas sortir en salle, mais qui sortira le 16 octobre. Le 16 octobre. Ouais. D'accord. Qui se lance pour présenter Eli Roth? Faut le présenter. On va parler le rédacteur en chef de Mad Movies, tiens, c'est pas mal, quoi. Fausto. Oui, puis je fais partie en tout cas des défenseurs de ce brave homme qui est plutôt controversé. Je pense qu'il a une personnalité qui est assez agaçante pour certains. Non, ce qu'on peut dire en tout cas d'Eli Roth, c'est qu'il a suivi, il me semble, le parcours assez typique en fait des jeunes metteurs en scène de cinéma fantastique. Il a plutôt galéré en fait. Il a fait beaucoup de jobs d'assistanat. Il a observé beaucoup de réals bosser. Il est un petit peu passé par toutes les étapes, quoi. Hein, c'est-à-dire il a bossé sur du montage, il a bossé sur de l'assistanat réalisation, il a bossé à la régie, il a bossé sur vraiment plein de trucs. Lui à l'origine, il est issu du Massachusetts. Il vient plutôt d'ailleurs d'un milieu bourgeois. C'est assez intéressant de le préciser parce que ce sera quand même l'une des données essentielles de son cinéma, en tout cas dans l'Amérique qu'il dépeint et qu'il dégomme. Voilà, et en tout cas, je pense que il y a quelque chose chez lui, en fait, une espèce de volonté de peut-être de s'extirper en fait du confort d'où il est naturellement issu, et en même temps de s'y complaire. Ce qui fait que c'est une personnalité tout à fait paradoxale et tout à fait passionnante. Ce qu'on a souvent dit d'ailleurs à son propos. Et à ses débuts, c'est qu'il a fréquenté David Lynch. J'ai pas l'impression que ça ait déteint de manière trop grossière sur son cinéma. On y a un peu cru à Cabin Fever. À Cabin Fever, ouais. Mais il a eu l'intelligence. D'ailleurs, on précise Cabin Fever, c'est son premier film, peut-être. Premier long métrage. Ouais, c'est son premier. C'était pas en fait sa première réalisation, puisqu'en fait il avait déjà œuvré sur une série d'animation qui malheureusement n'a jamais été diffusée, sur laquelle il faisait un petit peu tout. Qui s'appelle Shoda Heads, je crois. Il avait aussi fait un film hommage à Tarantino, un court-métrage Restaurant Dogs. Ouais. Alors après, effectivement, on peut commencer à parler de ses cours. C'est marrant parce que après, avec sa complicité avec Tarantino. Ouais. Et puis son film Traumatisme, si je puis dire.
Et d'ailleurs, il nous l'avait confié puisqu'on avait fait un hors-série. Moi aussi, je fais un petit peu de promo, Cyril, si tu permets. Pour les 40 ans de MAD, on avait fait 40 ans, 40 réalisateurs. Et chaque réalisateur choisissait en fait une image qui les avait traumatisés dans leur enfance ou pas. Très souvent, c'était dans leur enfance. Et lui, il avait choisi en fait Alien, le 8e passager, le premier film donc de Ridley Scott. Et c'est vraiment apparemment le film déclencheur de son envie de cinéma, de réalisation et de conteur d'histoire. Donc, et je pense qu'il y a un lien finalement entre la façon dont est amenée la tension dans Alien et la façon dont Eli Roth l'emploie dans ses films. Toute proportion gardée par rapport au chef de Ridley Scott. Parce qu'il a fait aucun film qui ressemble de près absolument ou loin pas. à C'est vrai qu'il mais je trouve que Kevin Fever, il y a le côté oui, mais c'est pas de la SF. C'est ce qui est intéressant. Après, je vais pas monopoliser la parole trop longtemps, mais ce qui est intéressant avec Roth, c'est qu'effectivement, juste rapidement ces films, parce qu'on là on parle et peut-être que les gens n'ont pas une vision totale de sa film. Oui, bah son premier film c'est Cabin Fever, comme tu l'as dit. Ensuite, il l'a enchaîné avec le premier Hostel, qui Cabin Fever avait bien fonctionné, mais c'est vraiment Hostel qui l'a propulsé sur le devant de la scène internationale. Ensuite, Hostel 2 en 2007, et puis jusqu'à aujourd'hui, quasiment rien, si ce n'est The Green Inferno, et ensuite Knock Knock. Voilà. Mais pourtant, il a eu d'autres activités d'acteurs, de producteurs, réalisateur télé aussi. Voilà, de réalisateur télé. Mais le seul truc que je voulais dire par rapport aux influences, c'est que quand bien même c'est un réalisateur fanboy et qui est tout à fait comment dirais-je, complétiste, fétichiste comme peut l'être Quentin Tarantino, c'est quelqu'un qui, je trouve, gère très très bien en fait ses influences dans son cinéma et ne fait pas un bête copier-coller, quoi. C'est-à-dire que c'est un fanboy, certes, mais il fait pas du cinéma de fanboy. Voilà, maintenant vous pouvez prendre la parole. Moi, je m'en vais. Cyril, t'es d'accord avec ça? Putain, il s'en va, ça y est. On s'était dit un petit peu avant de préparer le podcast, c'est qu'on n'est pas tous défenseurs d'Eli Roth. Je crois qu'aucun de nous déteste fondamentalement Eli Roth. Enfin, ça t'arrive autour de la table, mais on n'est pas tous à adouber totalement son cinéma. Moi, par exemple, ce qui m'avait beaucoup énervé à l'époque de Cabin Fever, c'était son côté justement David Lynch présente. Surtout qu'après, on avait découvert qu'apparemment David Lynch avait juste vaguement dit ok, si tu veux, tu peux mettre mon nom pour t'aider à trouver des financeurs, mais pas même mon nom au début du film, quoi. Et apparemment, ça a été un peu cette façon un petit peu margoulin pour essayer de se faire attirer l'attention sur lui. C'est pareil avec Badalamenti qui apparemment faisait quelques petits scories dessus, et en fait c'est devenu musique de Badalamenti, voilà, quoi. Et il a fait pareil pour Tarantino. Alors, Tarantino par contre était vraiment à adouber Hostel, mais ce petit côté, bon, je me sers des copains pour arriver à passer. Bon, pour Tarantino, ok, ça c'était, il n'y avait pas d'entourloupe et tout, mais pour Lynch, je me souviens à l'époque, ça avait été un peu. Après, est-ce que ça enlève les qualités du film? Je trouvais pas le film non plus génial, donc, mais bon. Il va mourir, t'as rien compris. Voilà, c'était la fin de ce podcast. Je sais pas, Xavier, par exemple, toi ou. Moi, je suis un peu comme toi, mais en même temps, c'est aussi un truc que j'aime bien, c'est justement son côté margoulin. Il y a à la fois la manière dont il fait ses films, ou même juste sa manière de les présenter, tout ce qu'il peut faire autour. Kevin Fever, il avait fait beaucoup d'internet. Même en tant que producteur, ça c'était très marrant, c'était lorsqu'il avait présenté à Étrange Festival le dernier Exorcisme. C'était un film que j'avais pas spécialement envie de voir, et en fait juste de l'entendre parler pendant 5 minutes en train de présenter le film, à la fin j'avais envie de voir le film. Il est vraiment très très fort là-dessus. C'est un William Castle, quoi, en fait. Et voilà, c'est exactement ça, c'est un William Castle. Et à la fin du film, t'étais énervé contre Eli Roth, du coup. Bon, ça, oui. Franchement, c'est honnête, hein, le dernier exorcisme. Si on veut évoquer aussi ses productions. On parlait, je crois, aujourd'hui même, ou hier, des films qui choisissent la forme du fan footage et qui sortent et re-rentrent dans la forme du fan footage sans aucune raison. Ça a été un des premiers à le faire, et il était très irritant à ce niveau-là. C'est vrai. Ouais, il le faisait tardivement dans le film, je crois, hein, si je ne m'abuse. Ouais, mais c'est vrai que. Mais du coup, ça entretient un certain rapport avec les films d'Eli Roth lui-même, c'est que ça contourne un peu le genre, quoi. C'est-à-dire que c'est exactement tous les clichés qu'on attend quand on voit Cabin Fever ou Hostel. Enfin, Hostel encore, c'était un peu nouveau, on va dire. Mais en même temps, ça apporte quelque chose. Enfin, moi, je trouve que ça apporte quelque chose de nouveau et un petit regard extérieur de. On sait que vous avez déjà vu tous plein de films et on y apporte quelque chose de différent. Enfin, je sais pas. Là, tu parles du dernier exorcisme ? Oui, je parle du dernier exorcisme, mais je trouve que c'est un point commun avec les films d'Eli Roth. Ouais, non, c'est pas faux. Puis en plus, rétrospectivement, quand on regarde ce qui s'est fait depuis le dernier exorcisme, putain, c'est vraiment à le réévaluer à la hausse. C'est sûr. C'est quelqu'un qui s'est cerné peut-être le truc du moment, quoi. Tu vois, en Hostel, c'était les débuts du torture porn. Il y avait Saw qui avait vraiment cartonné là-dessus. Et le torture porn, pareil, on a vu plein d'ersatz dégueulasses, vraiment mal fait, pourri et tout. Et Hostel, faut dire ce qu'il est. C'est quand même ce qui s'est fait de mieux dans le genre.
on dit torture porn, mais c'est au-delà de ça. C'est quand même un film qui a beaucoup plus à proposer qu'un torture porn. Oui, parce que c'est un des films les plus intelligents. C'est un torture porn, mais qui réfléchit sur la torture, sur le rapport à la violence. Surtout que c'est la suite justement qui vient compléter le propos du 1 et tout. Voilà. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être qui fait un peu le kéké, qui fait un peu l'américain des fois et tout, mais qui est quand même réflexion. Voilà, qui est quand même moins bête que ça. Quoi. Et ça, je lui accorde au moins ça. Alors, du coup, j'ai une question. Question pour Xavier et Cyril. Je me permets de jouer ton rôle 2 secondes. Vas-y. Non, c'est du coup vu que vous aimez pas trop en fait Elaioros. Non. On sent le dédain. Déjà, vous allez sortir de cette pièce d'ici quelques secondes. Mais non, en fait, juste c'est lequel en fait votre film préféré d'Elaioros? Quand on n'apprécie pas trop le cinéma du bonhomme, je serais curieux en fait de savoir quelle est l'appréciation, enfin quel est votre film préféré de. Alors étonnamment, moi c'est Cabin Fever. Moi c'est Hostel 1. Voilà. C'est ce que d'ailleurs on doit expliquer. Merci. Pas de gens préfèrent Hostel 2, tu vois, Hostel 1. Moi j'aime pas du tout Hostel 2. C'est très marrant parce que moi je préfère Hostel 2 Hostel 1. Non, mais tout le monde préfère Hostel 2 Hostel 1. Je dois être le seul connard sur Terre. Ah, moi je préfère le premier Hostel. Le 2 j'ai trouvé, je sais pas, moins bien torché. Mais vouloir expliquer des fois c'était peut-être un peu too much. Je suis d'accord avec toi sur toute l'explication. Pardon, j'articule. C'est bien, tu vois les deux pendant dans le 2 quand tu vois le côté le chasseur et le chassé quoi. Mais je préfère dans le 1 le côté un peu énigmatique mystérieux de ces trucs là. Dans le 2 en revanche il y a une gestion du gore, quand est-ce que je montre le gore, quand est-ce que je ne le montre pas, et la façon dont il joue avec les attentes du spectateur qui je trouve est vachement culottée. Je me rappelle notamment dans le 2 d'une scène où la pression monte vraiment, on sent que la personne qui est en train de se faire torturer va en prendre plein la gueule, et d'un coup on passe au point de vue d'un des gardes du complexe où se font les tortures, qui est en train de regarder la torture par écran. Il y a quelqu'un qui va lui parler, et du coup après on s'intéresse plus du tout à la torture qui est en train de se dérouler à l'écran, d'ailleurs on la voit plus, alors que justement la mise en scène la faisait monter en sauce. Et il y a un ou deux passages comme ça où il joue très bien. Petit bras ou au contraire justement voilà, tu viens pour voir un film de torture et puis d'un coup on me dit tiens en fait t'es déçu, t'as pas vu la torture, ça te fait réfléchir aussi à... C'est un peu ce que fait Anneke aussi, enfin on va pas faire Anneke, mais vous voulez voir la violence, allez, je vous en mets plein la gueule et tout. Mais justement, il n'y a pas un si grand écart de réflexion sur la nature de la violence à l'image entre Ross et Anneke, je trouve. Je vais revenir sur Cabin Fever, histoire qu'on puisse voir, pas qu'on oublie ce pauvre Cabin Fever. Un truc que je lui accorde, outre l'ambiance musicale que j'ai trouvé très réussie, en tout cas ça m'avait marqué à l'époque et tout, surtout les effets spéciaux, je crois que c'est KNB qui a dû faire les effets de maquillage, et ils sont vraiment fichtrement, on peut dire fichtrement aujourd'hui en 2015, j'ose le dire, ils sont fichtrement réussis, et ça m'avait remarqué à l'époque et tout, je l'avais découvert comme beaucoup à Gérard May, voilà, et d'ailleurs il était venu, et là il se faire un peu le show, si je me souviens bien, il était là. Show CHUD ou dans tous les cas, dans le sens du terme, voilà quoi. Et en tout cas, le film était assez surprenant. Je trouve qu'à la fin, j'étais un peu sur ma faim par rapport à tout ce qui se passait dans le film, mais je me souviens que c'était bien dégueulasse, c'était bien foutu, voilà quoi. Bravo pour le bruit parasite. Oui, non, c'est des bruitages. C'est les effets spéciaux. Été perturbé par le film que du coup. Voilà. C'était ton temps de parole, le gong a sonné. Qu'en pensez-vous ? Je me rappelle quand j'ai vu Cabin Fever, ça m'a beaucoup rappelé un sketch qui m'avait traumatisé dans Creepshow 2, qui était le sketch du radeau, inspiré par Stephen King. Et j'avais trouvé ça assez génial de pouvoir revoir quasiment le radeau, mais sur tout un film. Je trouve qu'il y avait vraiment une ambiance assez similaire et qui poussait même le bouchon encore plus loin. Je me rappelle de cette scène assez crado dans le radeau où le héros est en train d'essayer d'emballer la nana qu'il a envie de se faire depuis des années, et au moment où il est en train de la toucher un petit peu partout, qu'il la retourne, on voit qu'en fait elle est attaquée par l'espèce de monstre gélatineux. Et il y a un peu la même scène dans Cabin Fever quand il essaye de glisser un doigt dans un orifice que la morale réprouve et qu'il voit que tout se passe pas comme prévu. J'avais retrouvé un petit peu ce côté transgressif physique qui, mine de rien, moi me rapprocherait presque plus le film de Cronenberg dans le côté répulsif. Oui, puis la maladie aussi, quoi. Oui, la maladie que de Lynch. Et du coup, par rapport, parce que ça, c'est vraiment Cabin Fever, quand ça commence, on se dit, tiens, un énième film avec des ados qui vont dans une cabane, machin, genre à la Evil Dead et compagnie. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas justement un point commun entre ces films avec ces ados américains et est-ce que c'est pas très américain son cinéma ? Est-ce que ça parle pas vraiment beaucoup aux Américains ? Bah si, c'est un cinéma qui est complètement américain, mais en même temps, c'est ce que je disais au début par rapport à ses influences, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne renie absolument pas de sa culture. Américano-américaine, qui ne renie absolument pas ses influences. La différence, en fait, c'est que tout ça, il l'amène ailleurs. Et on l'a vu avec Cabin Fever, avec Hostel. La grande force, en fait, du cinéma de Elaioros, c'est effectivement d'assumer complètement ce qu'il est, et puis c'est en même temps aussi de pratiquer ce qu'il pratique le mieux, à savoir la rupture de ton. Ça, c'est vraiment ce qui caractérise le mieux son cinéma. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas oublié que le cinéma d'horreur est un cinéma, comme disait Laurent, transgressif,
avec de la violence, mais aussi avec du cul. Et ça, c'est vraiment aussi une donnée très importante de son cinéma et qu'il n'a jamais négligé tout au long en fait de ses films, que ce soit Cabin Fever, Hostel 1, Hostel 2, Green Inferno et Knock Knock. On trouve ces composantes de manière plus ou moins prononcée suivant le scénario, parce que c'est quelqu'un qui justement n'est jamais trop excessif, c'est-à-dire qu'il va pas donner trop de gore juste pour le gore, il va donner la juste mesure du gore. Et pareil pour le cul. D'ailleurs, tu parlais de peut-être de l'influence de son parcours de jeunesse sur ses films, et j'ai cru voir qu'il avait été pendant une brève période de temps opérateur de téléphone rose pour le magazine Penthouse en imitant des voix féminines en fait. Ceci expliquerait peut-être son amour de la bagatelle. Son amour du cul. Alors justement, tu dis un truc qui m'a interloqué. Tu t'as excité, tu veux dire plutôt. Ouais. Alors, je n'ai pas vu Knock Knock, donc je sais pas si ça va correspondre à ce que je veux dire, mais il y a quand même, enfin je sais pas, c'est quasiment que des adolescents, c'est très peu d'adultes en fait dans ce univers-là. Les adultes, c'est peut-être les méchants dans Stell par exemple, choses comme ça, mais les cannibales. Non, mais ce qui est marrant dans Knock Knock en fait, c'est que j'y pensais tout à l'heure en fait. J'y pensais tout à l'heure, voilà, dans la cave de la rédaction de Mad Movies. Non, en fait, c'est que c'est probablement le film qui lui ressemble le plus, parce qu'aujourd'hui, Eli Roth, il est un petit peu rangé, c'est-à-dire qu'il est marié, ça y est, il a épousé une actrice, donc qui est dans tous ses films. Et en fait, je sais pas, tout à l'heure, je réfléchissais, en fait, j'ai la sensation que finalement, Knock Knock, c'est un petit peu le potentiel cauchemar d'Eli Roth aujourd'hui. C'est-à-dire, on a un Quadra qui est devenu un bon bourgeois parce qu'il a réussi, et il voit débarquer 2 bombes atomiques un soir chez lui. Et donc j'ai l'impression en fait que c'est le Eli Roth d'aujourd'hui qui se retrouve poursuivi par ses démons d'avant. Et par ailleurs, il nous a accordé une interview il y a pas très très longtemps où il disait que, en gros, sexuellement, il ne fait plus la même chose en fait que quand il était plus jeune, quoi. Donc on l'imagine aller de festival en festival en train de se taper 1001 petites fans. Et aujourd'hui, c'est un mec qui est plutôt, je vais pas dire tranquille, je le connais pas, je le fréquente pas, mais qui semble en tout cas plus sur une voie sage, on va dire, et en ça le film est très personnel. Et puis aussi il y a toujours les mêmes thématiques politiques, parce que pour moi c'est un cinéaste politique, où on trouve ce personnage de Keanu Reeves qui est une espèce de wasp bourgeois, tranquille, architecte dans une maison qui est ni plus ni moins une espèce de forteresse dorée, et qui se voit sévèrement titillé sexuellement et physiquement par 2 gonzesses qui sont apparemment d'une classe sociale inférieure à lui. Voilà, donc ça c'est un truc qu'on retrouve très souvent chez lui. Effectivement, c'est une bourgeoisie blanche qui est parfaitement sûre de sa morale et qui ne s'embarrasse pas d'ailleurs de la faire à tout le monde, et qui se retrouve un petit peu ébranlé dans ses convictions. C'est là où tu dis qu'il est politique en fait. Ah bah oui, il est totalement politique. Enfin, franchement, Hostel, c'est tellement clair. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même un message qui est assez bateau, je trouve. En fait, c'est quelque chose qui saute au visage. C'est de la satire en fait. C'est-à-dire que faut pas lui demander une quelconque finesse dans le trait, mais en revanche, quand ça dégomme quoi. Et Green Inferno, par exemple, c'est exactement ça. Même si c'est pas d'une finesse folle, mine de rien, assez peu de films d'horreur actuels, en tout cas qui tapent volontairement dans le bis, s'embarrassent d'avoir ce genre de préoccupation aujourd'hui, et déjà ça fait plaisir, hein, même si ça vole pas toujours très haut, encore que dans Green Inferno par exemple, je trouve que le propos est vraiment intéressant. On y reviendra tout à l'heure, j'imagine. Parce que je veux juste rebondir sur le côté les 2 adolescentes qui débarquent, et que c'est un petit peu peut-être la peur d'Eli Roth qui se manifeste. On notera quand même que là où il est très intelligent, c'est qu'il s'est marié avec une des 2 actrices qui joue l'adolescente. Voilà, c'est tout. Donc il a la moitié de son âge visiblement. Ouais. Mais nous ne sommes pas là pour juger. Surtout avec Cyril à cette table. Je dis qu'il est très intelligent. À propos de l'aéro, j'ai remarqué aussi un truc, c'est que souvent, alors déjà je voudrais parler aussi, on parle après il a souvent été taxé un peu pas de racisme, mais par exemple l'Europe de l'Est on prend quand même pour son grade dans les hostels, et souvent ça a été un peu critiqué, ce manque de finesse sur la description des individus. Je parlais de cinéma américain, c'est-à-dire que nous on voit avec nos yeux d'Européens, mais justement ça... mais on en parle après, je voudrais parler d'un truc qui m'a aussi marqué, c'est qu'en fait à chaque fois l'horreur c'est l'humain en fait chez Eli Roth. C'est que dans Cabin Fever, les hostels, Green Inferno, Knock Knock, c'est pas des monstres, c'est pas du surnaturel, c'est toujours l'humain qui vient un peu casser les couilles, quoi. Donc, d'ailleurs dans Cabin Fever, je crois qu'il n'y en a aucun qui meurt de la maladie, hein, si je me souviens bien. Ils sont trop tués avant que... C'est ça. Ils sont entre deux ou se font tuer, mais c'est jamais la maladie. C'est pas Snyder le visionnaire. C'est bon, tout le monde a vu Cabin Fever. Ouais, c'est bon, on va me faire chier. Non, pas moi. Qu'est-ce que je fous là, d'ailleurs?
Donc si vous l'avez pas vu, vous connaissez la fin. Grâce à Xavier. Le plus du monde par racisme est un peu, on va dire, gros trait. Là, je m'insurge contre le racisme. Non, parce qu'en fait, franchement, les vrais trous du cul dans Hostel, ce sont les Ricains, ce sont pas les Slovaques. Ça se passe en Slovaquie, si je ne m'abuse. Tu vois, genre, les gars, à la fin, ils viennent justement un peu venger tout ça et montrer. À un moment, quand il y a une des actrices d'ailleurs qui dit maintenant c'est toi ma salope, quoi, c'est tout à fait clair, quoi. C'est-à-dire que c'est effectivement, on va dire une potentielle tiers-mondiste, du moins jugée comme telle, tiers-mondiste européenne, jugée comme telle par les Américains, qui prend sa revanche. Pour moi, en fait, c'est pas... Au contraire, franchement, quand on voit les Ricains dans ces films, on a tous sauf envie de leur ressembler. Et c'est marrant, c'est qu'Eli Ross, il ressemble un peu à ça. Donc en fait, il y a une espèce de paradoxe entre ce qu'il est, ce qu'il dégage, et ce qu'il raconte. On a l'impression que même lui, il est pas en paix avec lui-même. Donc du coup, c'est intéressant. C'est intéressant, notamment le rôle qu'il joue. Il est fils de psy, bordel. Alors il y a vraiment un truc. Je pense que ce mec, il règle des comptes. Ce qui est marrant, c'est le rôle qu'il joue dans une de ses productions, par ailleurs assez mauvaise, qui s'appelle Aftershock. L'enfer sur Terre, je crois, le sous-titre français. C'est pas l'enfer en retour, non, un truc comme ça. Je sais plus. Je crois que c'est l'enfer sur Terre. Bref, on vérifiera. Fact-checking, s'il te plaît, Cyril. Là, vous allez donc entendre un petit cliquetis, c'est le clavier de l'ordinateur de Cyril. Et voilà, il joue une espèce de pas encore Quadra. Enfin, on sent le mec pas trop loin du Quadra, qui bien américain, et qui est au Chili, et qui. T'as bien joué, quoi. Tu me dois 10 boules. Et qui drague de la petite mignonne. Qui est loin d'avoir son âge, une mannequin russe d'ailleurs. En effet, quand tu lui dis que certains de ces personnages finalement lui ressemblent peut-être, il a sauté le pas dans cette prod en incarnant carrément. Et pas que le pas parfois. D'ailleurs, dans ce film, c'est là qu'il a rencontré sa femme. Lorenza Iso. Voilà. Il y a un truc aussi chez les Ross que j'ai remarqué qu'il aime bien faire. C'est pas du spoil. C'est pas du spoil, mais il aime bien nous rendre sympathique quelqu'un. Et très rapidement, c'est la première personne qui va déguster, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué qu'il fait souvent. Voilà, très vite, il va nous donner la sympathie. C'est pour ça que je préfère Hostel 2, parce que les personnages sont plus attachants. Et à cette table, je trouve que c'est toi le plus sympathique. Donc c'est moi qui vais déguster, quoi. Mais ça, j'ai remarqué que c'est une astuce scénaristique. Ça marche peut-être une fois ou deux, où normalement, on sait à quoi s'en tenir. Moi, je sais que je ne vais pas spoiler, mais il y a des films plus récents, je ne dirai pas lequel, comme ça les gens ne pourront pas savoir lequel des deux, où je me suis dit, c'est clair, c'est lui qui va y passer en premier, et ça va pas louper, quoi. Donc voilà. Mais est-ce que c'est. Tu veux dire c'est des grosses ficelles un peu quand même. Il a une méthode qu'il applique. Voilà, il a une méthode qu'il applique un peu une sorte de cahier des charges et tout. Par ailleurs, c'est peut-être misogyne ce que je veux dire, mais il a les nanas chez Eli Ross, c'est jamais des nanas communes, hein, c'est toujours des bombasses. Je m'insurge. Insurge-toi, mais avec explication. Heather Matarazzo dans Hostel 2, celle qui meurt façon Bathory. C'est une meuf qui est tout à fait c'est une girl next door, mais au sens standard du terme, hein. C'est pas la girl next door que t'as envie de sauter, je trouve aussi qu'elles sont puis ça c'est un reproche que tu peux faire à plein d'autres films. Ouais, mais je remarque que lui, je sais pas, sur le casting, c'est toujours des bons. Et les mecs ils sont pas mal aussi, tu vois, genre si tu pars de ce principe là, les mecs comme Jay Hernandez et tout ça va, tu vois, genre ils sont on va dire une sorte de peut-être vision plastique un peu la society comme nous disons, c'est côté très très parfait. C'est comme Véro disait au début, c'est-à-dire un côté effectivement qui renie pas son côté américano-américain, quoi. C'est-à-dire le mec qui fait du cinéma, il a conscience qu'il faut des acteurs qui sont un peu beaux, qui passent bien à l'écran. Si en plus il veut mettre un peu de cul, ma foi, vaut mieux que les gens soient beaux. Ouais, carrément. Moi je suis d'accord, putain, Véronique Bordel, t'as raison. Chez Eli Ross, quand même. C'est plus souvent du sein que du cul chez Eli Ross. C'est un connaisseur. Non. C'est pas, on va pas se plaindre. Dans le premier Hostel. Boob checking. Google. Moi, je sais pas. En tout cas. Parlons cinéma. Pourquoi vous Parlons, oui, non, mais. Pourquoi vous digressez là-dessus? Du coup, j'étais en train de penser au topless par dans contre, ces films. Je me disais qu'il y en avait à chaque fois, en fait. C'est que tu dis que comme lui, en fait, parce que lui, il est aussi. Enfin, je pense que c'est pour ça, par exemple, que Cyril ne l'aime pas. Non, je rigole. C'est parce qu'il est très beau gosse. Ouais, je l'emmerde. Il a baisé toutes les meufs que je cherchais dans les festivals. Ah là là. Quel connard. Non, mais c'est vrai qu'il joue un peu de son physique. D'ailleurs, il est acteur aussi. Et c'est pour ça qu'il a mis du temps entre Hostel 2 aussi. Et totalement égocentrique, hein. Et narcissique, mais au dernier degré, quoi. Vraiment. J'ai lu qu'il avait eu le prix du meilleur du réalisateur le plus en forme ou je sais pas quoi, et qu'il était hyper content et qu'il racontait qu'il faisait son workout tous les jours, machin, pour être super. Comme Cyril, quoi. C'est ça qu'il dit. Mais je suis le prochain Eli Ross, ça m'en fait pas chier, quoi. Alors qu'il ressemble à Lou Ferrigno, ce que je disais tout à l'heure à Laurent. Eli Ross. Oui. Donc ouais, du coup, je pense que ça ressort dans ces films ce côté quand même américain, in shape. Oui, c'est clairement parmi les contradictions qui rendent le personnage assez passionnant, au-delà de ce qu'on peut penser de ces films, c'est qu'ils ont tous une âme, ne serait-ce que pour ces contradictions-là,
qui se ressentent à chaque fois et qui font qu'on ne sait pas toujours sur quel pied danser. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est peut-être un peu ce qu'ils recherchent, parce que dans ces films, on ne sait clairement pas sur quel pied danser. Au début, on pense que les méchants et les gentils sont clairement identifiés, et ça s'inverse quasiment tout le temps. Et c'est ce qui fait qu'on peut ne pas aimer son cinéma, mais qu'à chaque fois, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à en tirer, quoi. Donc en France, on aime beaucoup Eli Roth parce que on en parlait tout à l'heure pour Cannes Inferno, mais quasiment tous ces films sont sortis en salle en France. Ceux qui la réalisent, Aftershock n'est pas sorti en salle en France, mais ça montre que quand même dans ce pays, il y a plein de réalisateurs qui font des films d'horreur, il faut se tourner, on voit des tonnes là pour le pif. Aucun ne verra les écrans, avec de la chance peut-être les bacs des rayons DVD, mais bon voilà quoi. Et lui, il a sa chance à chaque fois quand même d'être montré. Après, il fait quand même des films avec un certain budget, un certain standing et tout, mais quand même voilà. Non, et puis forcément d'ailleurs, au niveau budget, il est quand même sur des low budgets. Le budget, mais ça va quand même. Je pense que pour plein de gens, surtout lié au succès quand même vraiment surprise et assez énorme de Hostel box-office mondial. Ouais, puis au label Tarantino, machin, tout ça. Puis le mec a été épaulé par des distributeurs de quand même de qualité, quoi, que ce soit en France, Metropolitan, Cabin Fever ou Sony sur les deux Hostels. Le mec, il a toujours été accompagné quand même par des grosses machines. Ce qui fait que ces films ont pu être vus, quoi. Et là, il récupère quand même Keanu Reeves pour son dernier film. Du coup, on parle un peu de Knock Knock, qui l'a vu. Avec Fausto. Je vais tous saouler tout le monde, pauvre Xavier, à côté de moi. Là. Tu veux parler de... J'ai vu l'original, par contre. Alors ça, c'est très intéressant. Il faut raconter que c'est un ça, c'est remake. très intéressant parce que moi, j'ai absolument pas vu le film original. J'ose le dire. Par contre, j'avoue, j'en ai très peu de souvenirs. Je me souviens que c'était avec Sandra Locke. Je veux dire, absolument, qu'on retrouve du coup au générique de Knock Knock en tant que productrice exécutive. Je pense que c'est juste un titre honorifique. Et Sandra Locke dans le même film. Et les parler en même temps, c'est très bien. Tout ça pour dire des conneries comme ça, quoi. Vraiment, Sandra Locke, Sandra Bullock en même temps. Maintenant, on peut se permettre de faire des conneries. Mais franchement, Jérôme, faut pas hésiter à couper les micros dans ce cas-là quand tu sens une connerie poindre. Alors que nous étions en pleine conversation cinéphile avec Xavier, qui a vu l'original, voilà, donc avec Sandra Locke et Colin Camp, qui est une espèce de bombe atomique avec des seins énormes. Voilà, on y revient. De 77, non? Oui, c'est ça. Oui, absolument. C'est ça, oui. Des seins de Colin Camp ou En tout cas, dans leur maturité la plus consommable, c'était cette année-là, ouais. Ouais, je me souviens d'un film qui a eu une ambiance assez particulière. Et est-ce que tu peux nous éclairer sur la façon dont le film est exploité en France? C'est VHS uniquement, on est d'accord? Je crois que c'était que de la VHS, oui, effectivement. Mais autrement, en dehors de ça, je me souviens aussi d'un film qui avait beaucoup d'ambiance, mais il se passait pas beaucoup de choses, donc j'espère ne rien spoiler du Eli Roth, puisque... Mais, avec Seymour Cassel. C'est ça, hein. Ouais. C'est sûrement. Non, monsieur ne cherche pas. Allez, moi, j'ai regardé la bande-annonce de Death Game on la trouve sur YouTube. Hein. Je ne dévoile rien. Et en fait, on dirait vraiment une bande-annonce Grindhouse que celle qu'ont fait Tarantino. Et donc, c'est très marrant, du coup. Il faudra d'ailleurs pas qu'on oublie de parler de la participation de Eli Roth à Grindhouse. Oui. Ouais, mais je sais pas, on était sur Knock Knock là en fait. Sur Knock Knock. Putain, alors Laurent, en plus de nous couper pour des jeux de mots. Donc sur Knock Knock, en tout cas sur Death Game plutôt. Non mais du coup, moi ça. Moi j'ai vraiment le souvenir c'était un huis clos avec une ambiance très particulière. Finalement, il se passait peu de choses. C'était vraiment plus de l'ordre du jeu, un petit peu sadique, mais un peu plus dans la suggestion. Donc, je ne sais pas si Knock Knock... Comme c'est Eli Roth, je me dis peut-être qu'il va avoir tendance à inverser la chose. Ou... Non, on est sensiblement dans ce que tu décris, avec néanmoins, je pense, une espèce d'update tout à fait contemporaine, notamment par rapport à la sexualité peut-être. Enfin, je ne sais pas si le film, l'original Death Game était vraiment très très chaud. Non. Mais bon, là, c'est gentiment érotique. Alors, pour faire un petit peu de teasing auprès des spectateurs qui veulent se rincer l'œil, rassurez-vous, on voit les deux actrices nues. Plutôt frontalement, ouais, pas totalement, mais en tout cas, un peu ou pas en tout cas non, mais tout à l'heure, Cyril faisait la pertinente remarque, on voit beaucoup de seins et pas beaucoup de cul. Effectivement, là, on voit plus de seins que de cul. Voilà. Quant à Keanu Reeves, qui est à nu, qui est pas vrai, qui n'est pas vraiment, il n'est ni nu ni cul nu. Donc, moi, je dirais pas le voir. Il a un chapeau. Donc, mais en revanche, il joue une espèce de. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la sensation aussi que le personnage lui ressemble non pas forcément dans ses comment dirais-je, dans ses attirances sexuelles, mais il y a une espèce de mollesse en fait qu'a Keanu Reeves depuis quelques années, je trouve, qui colle parfaitement à ce qu'il incarne à l'écran en fait. Et je vais dire une grosse bêtise peut-être, mais c'est pas la première fois qu'il prend un acteur connu entre guillemets.
C'est la première fois qu'il a une star. Ouais. C'est la première fois qu'il a une star. Parce qu'il y a toujours des nobody dans ces films. Ah bah ouais, complètement. Ce qui les rend un peu imprévisibles aussi, parce que bien sûr. Il y a un mec qui va s'en sortir ou pas. Mais là, d'un côté, le film tourne autour de Keanu Reeves, donc il n'y a pas. Qui va y passer en premier tout, là c'est lui le centre de l'histoire. Donc, il est de chaque plan, quasiment. De toute façon, l'original, c'est purement psychologique, c'est un trio, un point barre. Enfin, trio. Voilà. Et c'est pas un peu inattendu qu'il fasse un remake? Oui, alors ce qui est marrant en fait, c'est qu'il y a eu finalement assez peu de communication autour du fait que le film soit un remake. C'est-à-dire que effectivement, on voit Sandra Locke qui est crédité et le producteur d'ailleurs. Et Colin Camp. Colin Camp, ouais. Donc voilà, ces personnes sont créditées au générique du film, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'impression, peut-être que je me suis trompé ou que je suis passé complètement au travers, mais que le film a été annoncé comme étant un remake totalement avoué dès l'annonce du projet et même après. Je sais pas, le film il a un peu tourné en fait. Enfin, il était à Sundance cette année et je sais pas, j'ai pas dans les reviews que j'ai lues, alors peut-être que je n'ai pas lu les bonnes, mais j'ai pas en tout cas repéré une quelconque référence faite à ce film original. Et c'est pas que Keanu Reeves qui a porté le projet, c'est pas Keanu Reeves, c'est un moment qui est un peu comme peut faire comment il s'appelle notre ami Frodon et Jawood qui justement en ce moment veut produire parler de Jean-Michel. Non, il veut faire il veut produire plein de films d'horreur, il joue dedans et tout, il est vachement impliqué. Keanu Reeves justement, il a pas eu cette démarche récemment, là il va jouer avec pas mal de gens, il est pas pris Kevin Smith. C'est pas lui qui a amené le projet en tout cas. C'était vraiment Eli Roth en fait qui. Et c'est pas Sandra Locke d'ailleurs qu'on a parlé à Eli Roth. Je crois que c'est Colin Camp, il me semble. Bah, en fait, le truc surtout, c'est que ça à l'origine, c'est une frustration en fait de ne pas tourner après et surtout de voir The Green Inferno ne pas sortir sur les écrans, quoi. C'est-à-dire que le mec. Oui, parce qu'il faut préciser que Green Inferno a été fait avant. Voilà, Green Inferno a été fait avant. Alors, il sort après en France. Enfin, tu l'as eu sur Green Inferno sur la fin. Mais du coup, en fait, il s'est retrouvé dans une situation particulièrement inconfortable suite à la faillite d'Open Road, je crois, le distributeur américain. Et donc, du coup, le film est resté bloqué. Il y avait eu un autre film aussi qui avait connu un petit peu un destin similaire, c'était All the Boys Love Mandy Lane de Jonathan Levine. C'était les Weinstein qui ont cassé les couilles pour le film. Et là, c'était la folie, puisque je crois que le film, aujourd'hui, n'est toujours pas sorti sur les écrans américains. Mandy Lane, c'est sorti, mais genre en mode limité, aucune presse. Mais il n'y a pas très longtemps. Ouais, la presse n'a pas pu voir le film. Donc voilà. Ils n'ont pas pu voir le Final Cut. Jonathan Levine n'a pas laissé le Final Cut, et en gros, ils ont fait ok, tu prends comme ça, on va massacrer ton film. Ils ont fait récemment pareil avec Jeunet sur P.S. Stewart. Ils ont sorti le film sur. Oui, sauf que pour Jonathan Levine, All the Boys of Mandy Lane, du coup, il est resté quoi, à peu près 3 ans gelé aux États-Unis, quoi. Sans sortir en salle. Et après, il est sorti en mode personne n'était au courant, personne ne l'a vu, et vraiment un massacre. Alors que nous en France, on l'a vu bien avant et tout. Et là, Green Inferno a une chance, c'est que ce margoulin, pour utiliser une expression que Cyril aime bien, de Jason Blum est venu se greffer au truc. Pour justement aider à la distribution du film avec Universal. Parce qu'il est en deal avec Universal. Et du coup, il profite de ce deal pour mettre le film dedans. Exactement. Donc du coup, le film va bénéficier des faveurs de la salle aux États-Unis, mais pour rebondir, effectivement, Eli Roth avait envie de tourner et surtout de voir un de ses films sortir en salle. Et surtout que je pense que quand il a tourné en fait Knock Knock, il savait toujours pas en fait si Green Inferno allait sortir un jour ou l'autre. Donc Keanu Reeves, c'était peut-être aussi un pass pour être sûr de pouvoir sortir en salle aussi. Ouais, probablement. Et puis cela dit, en plus, toi qui as vu l'original, Xavier, c'est quand même un rôle qui est stimulant pour un acteur, quoi. Ah oui, tout à fait. Non, mais alors tu rigoles, je ne parle pas que d'un point de vue érotique ou pornographique. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Keanu Reeves fait plusieurs films d'horreur d'affilée, puisqu'il vient de finir le tournage il y a quelques temps maintenant du prochain Nicolas Winding Refn, The Neon Demon, qui est aussi un film d'horreur. Ah, bon. Tu as l'air bien informé, Laurent. Tu connais Nicolas Winding Refn, Laurent Duroche? Ne serait-ce pas toi, le réalisateur du documentaire NWR? Est-ce que son film sur le tai chi est dans cette catégorie ou quelqu'un son premier film, du coup, c'est un peu à part. Voilà, on va pas faire un peu sur Keanu Reeves. Mais en tant que réalisateur. Non, c'est dit, il est passionnant, Keanu Reeves aussi. Ah oui, non, mais c'est quelqu'un de très intéressant. Il fera un podcast sur Keanu Reeves. Et justement, alors Green Inferno, donc on n'est que 3 à l'avoir vu ici, je crois que Xavier et Véronique ne l'ont pas vu. Non. Voilà. Vous sortez. Avec Hosto, on a eu la chance de le voir il y a plus de 2 ans au festival de Sitges. On a même bataillé comme des fous pour vous donner le verre du décor. On a bataillé comme des fous pour l'avoir pour le pitch. Ça a failli se faire à plusieurs reprises, même jusqu'au dernier moment où on y a cru et tout. Et puis finalement, ça n'a pas été possible. Et on a été rassurés parce que ça n'a pas été possible pour personne quasiment sur Terre. Donc au moins, on s'est pas senti comme des pestiférés, quoi. Voilà. Et effectivement, le film, alors quand on l'a découvert. C'était très particulier parce que la salle était en ébullition, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Tout le monde attendait ce film-là, sauf qu'il y avait une aura dingue suite à la projection à Toronto. Et puis il a fait, je te coupe, pour rebondir sur ce que tu disais, Xavier, c'est qu'il a fait exactement ce qu'il a fait lors de la présentation du dernier exorcisme à l'Expo Festival. C'est qu'il est arrivé
dans la salle, il sait vendre le truc, effectivement. Mais oui, il est très très fort là-dessus. Le mec, effectivement, c'est un très bon marketeur aussi, quoi. Donc, il a emballé la salle avant même que le film commence, quoi. Mais avant même qu'il le sorte, pendant le tournage et tout, il y avait toute une com autour de ce film-là qui entretenait le mystère. De toute manière, déjà, voir Eli Roth se frotter au film de cannibale. Personne fait ça d'ailleurs. Tendance bistritale, connaissant ses appétences pour le bistrital et notamment pour son respect pour Deodato. C'est sûr que déjà, rien que ça, cette association, elle donnait férocement envie. C'est déjà dans ce qu'on a fait littéralement, c'est que dans Hostel 2, il y a beaucoup de caméos. Férocement envie. Dans Hostel 2, il y a beaucoup de caméos justement Deodato, du bis. Deodato, Merenda. Je dirais dans le prochain Mad Movies que Deodato, je trouve que son caméo est génial, mais que celui d'Edwige Fenech est très raté. Deodato, réalisateur de Cannibal Holocaust. Tu as raison, Véronique, de remettre en séquence. Donc, Cannibal Holocaust, qui s'appelait dans le titre de travail à l'époque Green Inferno, et donc le titre du film d'Eli Roth est un hommage direct. Et il a été tourné normalement, si je ne me trompe pas, dans les lieux. Enfin, la jungle a été tournée à l'époque, justement. Cannibal Holocaust, c'est bien ça? Non, c'est Aguirre. C'est Aguirre. J'allais le dire, mais j'allais la guerre. Au même endroit que Aguirre Holocaust. Un film de Werner Deodato. Justement, il avait dit qu'il avait quand même en tête Deodato, mais aussi Werner Herzog pour son film. Et juste pour l'anecdote, ça vaut ce que ça vaut. Quand j'ai vu le film, donc à CGS, dans cette salle remplie de gens hyper impatients, il y avait une nana à côté de moi qui, visiblement, a un petit peu mal vécu le film. C'est qu'elle a des moments assez intenses. En plus, la musique est très forte dans le film et tout. Elle était en tétanie à côté de moi. Vraiment, j'avais jamais vu quelqu'un être aussi subir, vivre le film comme ça. Je crois qu'elle me cliquait dans les pattes. Tu l'as consolée, j'espère. Elle était. J'avais pas spécialement envie de la consoler. Ça me faisait plus marrer de la voir souffrir. Voilà. De la manger, en fait. Voilà. Et donc voilà, non, mais je veux dire que ça m'a montré que le film en tout cas avait un impact fort en tout cas sur le spectateur. Je sais qu'en sortant, pas mal de nos compatriotes français ont pas trop accroché au film. On était rapatriés. Tu te rappelles, Fausto, en tout cas, on n'était pas tous à avoir apprécié le film. En tout cas, tous les Français, parce que donc CGS est en Espagne pour les nuls en géographie, tous les Français qui étaient avec nous, on n'a pas cité leur nom. Ils ont tous détesté. Voilà. Et vous alors? Moi j'ai trouvé le film pas mal, mais sans plus. Par contre, Fausto, je sais que tu as beaucoup apprécié. Mais j'ai kiffé, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Dès le début d'ailleurs, en fait, enfin dès le début, pas les premières minutes du film, mais je me suis pas posé beaucoup de questions en fait après la fin du générique pour savoir si j'aimais ou pas, quoi. J'ai été vraiment emballé, et ça va au-delà de l'admiration que j'ai pour le cinéma d'Eli Roth, quoi. Je n'ai pas pratiqué la politique aveugle de l'auteur en me disant tiens, c'est un film d'Eli Roth, ça va forcément être génial. En revanche, un film d'auteur, c'est toujours plus intéressant. Enfin, un film d'un auteur est toujours plus intéressant qu'un chef-d'œuvre d'un mec qui n'a absolument aucune vision. Je sais pas ce que ça veut dire. En fait, ça veut absolument rien dire ce que j'ai dit. Donc, oubliez ça. On va rembobiner, Jérôme. Mais non, je trouve que c'est un film qui est super, quoi. Qui en plus fonctionne à plein de niveaux de lecture différents. Qui a ce côté politique que j'affectionne tout particulièrement et qui est très très brutal et très virulent dans le film. Et en plus, je trouve que là, on l'a attaqué sur sa frilosité dans le gore. En tout cas, c'était ce que disaient nos compagnons de route. C'est bourrin. Alors que, très sincèrement, c'est vraiment du gore latex old school. Peu de CGI, c'est... Je pense que ça a plus attrait à la construction inhérente au cinéma de Roth, c'est-à-dire cette lente première moitié qui s'intéresse au personnage, et finalement quand le gore survient, il reste pas tant que ça pour faire un étalage de tripaille super régulier, etc. C'est sûr que c'est pas 1h40 de gore non-stop. C'est pas Cannibal Ferox. En même temps, bon, après Cannibal Ferox, ça commence tout doucement en plus. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a un côté polar. Mais par contre, après, ça s'arrête plus du tout. Parce que dans Green Inferno, pour pas spoiler, il y a quand même une scène méga gore. Après, c'est du gore un petit peu moins, on va dire, rentre dedans, et plus sporadique, et plus peut-être du suspense ou de la satire, mais c'est vrai que le film n'est pas si gore que ça dans la quantité de gore qu'il donne. Par contre, quand il l'est, il est méchamment. La scène méga gore en question, on n'a pas vu ça depuis un petit moment au cinéma, en tout cas, j'avais pas vu un truc aussi bourrin, et surtout qui prend le temps de montrer les choses et tout. Même depuis, finalement, regarde, franchement, quand on y repense... Mais d'ailleurs, on le voit pas au cinéma, ça sort pas en salle. Est-ce qu'il y a une interdiction particulière? Non, c'est le film va sortir en France sous le format de e-cinéma. Alors pour full disclosure, comme disent les gens qui parlent anglais, et d'autres gens qui parlent pas anglais, je travaille donc chez Wildside, et qui sort le film justement en cinéma. Donc je peux vous en parler d'autant plus que je suis à l'intérieur
la maison qui le fait. Le e-cinéma, juste pour la faire simple, techniquement parlant, c'est de la VOD comme vous avez actuellement chez vous. C'est juste que là, c'est une chaîne manquante entre la sortie cinéma et la sortie VOD ou la sortie vidéo. C'est qu'actuellement, il y a plein de films qui sortent en salle, qui se font massacrer. Je pense à Alléluia récemment de Fabrice Duvel, qui est sorti, qui n'a pas eu la chance de rester longtemps en salle pour que les gens puissent le découvrir, qui est sorti dans très peu de salles, voilà, avec très peu de communication et tout. Et donc il y a cet entre-deux qui n'existait pas jusqu'à maintenant, qu'on est en train de créer, c'est-à-dire montrer un film sur toutes les plateformes VOD en même temps, sur un court laps de temps, comme une salle de cinéma, mais avec un moyen marketing équivalent à une salle de cinéma. C'est-à-dire que quand un film sort en salle, il y a de la télévision, il y a le budget communication, voilà, il y a quelque chose qui est assez conséquent. Bah, c'est ça le cinéma. Les gens ne comprenaient pas, ils se disaient mais c'est quoi, s'il faut une nouvelle box, il faut un nouvel... Non, c'est comme d'habitude, sauf que le film coûte un poil plus cher, 2 € plus. Mais par contre, il reste plus longtemps, il est visible plus longtemps parce qu'il y a de la communication qui en fait la publicité longtemps, voilà. Et c'est surtout des films de qualité cinéma. C'est pas un film qui a été pensé pour la vidéo, voilà. C'est pas du direct ou VOD tout pourri. Il y a beaucoup de direct ou VOD qui méritent de sortir en salle et beaucoup de films qui sortent en salle qui méritent de sortir en VOD. Et le principe du cinéma, c'est de prendre des films quand même qui avaient la gueule de sortir en salle, mais sur lequel à un moment donné la question s'est posée, voilà. Et qu'est-ce qui vaut mieux que la France entière puisse voir Green Inferno en même temps, voilà, ou plutôt que certains privilégiés dans les grandes villes puissent le voir. Ça, de toute manière, ça pourrait faire l'office d'un autre podcast justement sur la distribution salle. Et voilà, donc ça, beaucoup de gens ont critiqué et tout, mais pour moi, c'est quelque chose, un plus. Moi, je pense à tous les gens qui sont pas dans les grandes villes et qui disent toujours c'est galère, faut que je fasse je sais pas combien de temps pour aller voir un film. Bah là, tout le monde peut le voir en même temps, c'est démocratique, voilà. Bon, vaut mieux ça que rien, mais voilà, en tout cas, c'est moi, je téléchargerai perso. Je rigole. Attention, il a déjà vu. Je tiens à mon boulot. De toute façon, Cyril m'a déjà filé. Non, c'est pas vrai. Je tiens à rassurer ses employeurs. Je ne dirai pas. Donc voilà, donc c'est juste un petit revue sur le cinéma. Et c'est vrai que le cinéma d'horreur a cette chance. C'est mieux de voir un film en salle parce qu'il y a le côté expérience collective et tout. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on organise cette projection à Paris. Et il y en aura aussi une à Lyon le 6 octobre au Cinéma Comédia. Voilà, donc c'est bien de faire ces rencontres collectives pour ceux vraiment les fans qui adorent ça. Mais pour les gens pour qui le cinéma d'horreur c'est une consommation comme un autre film, c'est bien de pouvoir voir ce film partout au même moment, voilà, avec les mêmes chances pour tout le monde de le voir. Quoi. En VOST aussi. En VOST, voilà, ou en VF. Et l'idée c'est aussi que une location VOD c'est toujours moins cher que 3-4 places de cinéma si vous êtes une famille entière. Donc là votre gamin de 4 ans peut regarder Green Inferno, voir des gentils papous éventrer des gentils américains dans la joie, des papous rieurs, papous qui font des papouilles, des papouilles à base de je t'ouvre le bide et je mets les mains dedans, mais je me suis lavé les mains avant parce que je suis pas un dégueulasse quand même, hein, voilà. Ok. Bon bah ça c'est c'est tout pour Green Inferno. Vous aviez rien d'autre à ajouter sur ce film En fait le truc c'est qu'on n'a même pas parlé ça raconte quoi à part des papous qui font des papouilles. Alors c'est gore. Les cannibales. Alors j'ai un truc tout con, c'est qu'il y a très peu de films de cannibales. Passé la grande période 70s, 80 chez les Italiens et tout, il y a très peu eu de films de cannibales. Déjà même en fait c'est un genre et puis Xavier toi qui connais bien et qui surtout t'as pas mal bossé sur ces titres-là. Ah bah oui, à Neo Publishing. Voilà, édité en DVD chez Neo Publishing, qui était un éditeur grand pourvoyeur de bis lors des belles années DVD, années passées maintenant. Hein, une belle collection cannibale. Voilà, exactement. Bonjour à l'US Camp. Hein, non mais c'est vrai que c'est déjà parler de genre, c'est peut-être un grand mot, c'est plus un sous-genre qu'un genre. Je parle pas de manière qualitative, attention. Mais c'est un genre uniquement italien presque. Oui, tout à fait. Et on décompte combien de titres pour le film de cannibale? Une petite dizaine? Oui, tout cassé. Je compte pas les derniers avatars mathéiesques. Oui, voilà. C'est mon vidéo. Là, tu parles de cannibale dans la forêt amazonienne ou de cannibale? Ah oui, c'est vrai, tu as raison, Véronique. Non, attention, le film de cannibale tel qu'on l'entend, je pense que vous avez été d'accord avec ça, c'est un pur film de cannibale, c'est-à-dire que c'est aussi un film de jungle. Voilà. Tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que c'est le cas de Green. Donc, ce qui veut dire pas forcément de zombies. Voilà, c'était Zombie Apocalypse, je crois. Oui. Et j'aurais tendance à mettre quand même Emmanuel et les derniers cannibales, qui est quand même un excellent film. Titre français, Viol sous les tropiques, quand même. Tout à fait. Mais qui est quand même à moitié un Emmanuel, quoi. Oui. Mais qui a été, à l'époque, je me souviens, notre plus gros succès cannibale. Je l'ai, d'ailleurs. Plus que le dernier monde cannibale, qui est quand même, on en parlait une fois avec Fausto et Nicolas Boucref, qui est quand même un peu le film de cannibale ultime, enfin le plus beau, le meilleur et tout. C'est surtout le film de cannibale qui, en fait, finalement est plus un film d'aventure qu'un vrai film de cannibale. Ouais. Et le cannibalisme est plus un ressort
aventuresque en fait que presque véritable... Tintin chez les cannibales. Ouais, c'est Martine chez les cannibales. C'est pas un prétexte pour juste illustrer une histoire avec d'ultra-violence, quoi. Là, pour le coup, ça devient vraiment... Putain, ma voix a mué, en fait, pendant ce podcast. Les cacahuètes. T'es allergique, en fait. Il est en train de mourir. C'est plus non, mais c'est plus... En plus, je trouve que c'est un film qui est magnifique. Ouais. Franchement, déjà... c'est un film qui est très, très sous-estimé, et c'est marrant parce que, effectivement, moi, je l'avais complètement réévalué. C'est un film que j'aimais bien, que j'avais vu en VHS. C'est un film que j'aimais bien, mais j'ai toujours mis un peu de côté dans la filmo de Deodato. Pour moi, Cannibal Holocaust, c'est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Pas du cinéma fantastique, de l'histoire du cinéma. Mais quand je l'ai revu à Hallucination collective, pour la carte blanche que Cyril avait accordée à Nicolas Boukrieff, j'avoue que ça m'a vraiment mis une claque. J'ai trouvé le film plastiquement splendide, que j'ai retrouvé des plans que Fabrice Duvels avait pompé pour Vignane. Notamment des plans de la tribu, c'est vraiment très c'est évident quand on voit le film, et puis surtout un vrai sens de l'aventure, quelque chose de très limite romanesque, quoi. Donc non, c'est vraiment un super film, Voilà. Il y a un film qu'on a. Ce qui est intéressant, c'est du coup aussi le Cannibal Holocaust, qui est l'arbre qui a éclipsé la toute petite forêt. Mais... L'arbre qui a éclipsé la forêt, c'est ce que tu as dit, non? Ah non, l'arbre, c'est ça. L'arbre. C'est pas la forêt, c'est la jungle qui a caché la jungle. Oui, voilà, mais la toute petite jungle, parce que comme on disait, il y a assez peu de films de cannibales, mais c'est vrai que Cannibal Holocaust, c'est un peu la Rolls-Royce du film de cannibale, c'est le film matriciel. Voilà. Je sais pas pourquoi je prends cet accent-là. J'imite l'accent du Sud. Et qui est aussi l'un des tout premiers fan footage. L'un des tout premiers fan footage, comme le clame Roger Deodato à chaque apparition, où il dit que tout le monde lui a tout volé, notamment Blair Witch, et qui dit va fanculo à tous ceux qui passent. Mais c'est vrai qu'il a pas tort. Il adore Blair Witch, Deodato. Mais d'ailleurs, ce qui est aussi très intéressant justement sur Mondo Cannibal, Cannibal Holocaust. Tu vois, je suis en mode Mondo. Mais c'est qu'en fait, lorsqu'il a été chercher sa tribu pour Green Inferno, c'est en fait le film qu'il leur a montré pour leur faire découvrir le cinéma. Tenez, comment vous connaissez, vous les sauvages? Regardez comment vous ressemblez. Il ne savait pas ce qu'était un film, il ne savait pas ce qu'était le cinéma, il s'est pointé avec un générateur, il leur a montré Cannibal Holocaust. Mais ils ont cru que c'était un documentaire. Et en fait, apparemment, ça les a fait mourir de rire. Et c'est grâce à ça qu'en fait, il a réussi à avoir une authentique tribu pour Green Inferno. D'ailleurs, je trouve que dans le film, ce qui va peut-être nous permettre de rebondir sur le côté politique du film, c'est que la façon dont il dépeint la tribu, Eli Roth dans The Green Inferno est assez génial, parce qu'au lieu de diaboliser la tribu ou de les montrer vraiment comme des profonds sauvages, abjects, débiles et sans cœur, il montre que le cannibalisme, ça fait partie de leur culture, de leur quotidien, que ça les empêche pas de se marrer, de bien traiter leurs enfants, d'avoir une espèce de sens de la fête et de la communion. Mais oui, carrément. Là, et je trouve ça assez génial, parce que ça abonde déjà dans le sens du film, qui est de dire que comme les héros, voilà, on vous a quand même pas raconté l'histoire, mais les héros sont des espèces d'humanitaires altermondialistes, peut-être plus motivés par des raisons égoïstes plutôt que par leur altruisme, et qui veulent essayer d'aider une tribu qui va être chassée par des promoteurs, et qui se retrouve donc comme un de ces cannibales. Et finalement, voilà, les cannibales sont plus sympathiques que les gens qui le mangent. Les cannibales sont cool à partir du moment où ils t'invitent à manger chez eux. Il faut faire gaffe, c'est juste ça, quoi. Mais le reste, c'est plus des gens sympathiques, quoi. Voilà, quoi. Non, mais en plus, c'est vrai que tout à l'heure on parlait du côté un peu balourd, ou de la plume un peu lourde que pouvait avoir Eli Roth. Là, c'est le cas, puisqu'il y a le film a ce côté effectivement assez évident dans les intentions, on va dire faussement humanistes des personnages principaux. Mais en même temps, quand on y réfléchit, aucun film n'a pointé en fait ce problème-là, c'est-à-dire d'interventionnisme humanitaire, quoi. Finalement, qui êtes-vous pour venir C'est ça, c'est exactement la question que pose le film. Et là où, encore une fois, il y a une espèce de malentendu, mais ça, c'est de toute façon, là, on est tous fans de ce cinéma-là autour de la table, donc on sait, c'est que le malentendu, c'est que le cinéma d'horreur, chez beaucoup de gens, en fait, c'est un cinéma qui ne raconte rien. Et en fait, je serais assez curieux en fait de montrer ce film-là à des personnes qui pensent ça, qui seront probablement dégoûtées, qui arrêteront avant la fin, ce qui est bien dommage. Mais j'aimerais en fait pouvoir avoir une discussion que j'ai eue par ailleurs avec certains détracteurs du film, qui en fait
je sais pas, mais occulte tout à fait ce qu'on vient de dire en fait. Comme si le fait de ne pas avoir eu assez de gore, ou alors le fait d'avoir eu, je sais pas, une réalisation approximative, parce que, entre parenthèses, c'est probablement le film d'Eli Roth le moins bien réalisé. Il y a une espèce je sais pas, de retour en arrière. C'est pas. Après, il y a aussi des circonstances atténuantes en matière de conditions de tournage. Non, mais complètement. Après, je vais te dire, si t'es un très grand réalisateur, je pense que t'es capable aussi de t'adapter. Mais le mec qui tenait la caméra, c'était un cannibale, justement. Il essayait de manger la caméra. Parkinsonien. Non mais oui, c'est vrai que le film a déjà... Bon, alors déjà, il a été tourné en numérique pur, et comme le film est pas tout jeune, il a encore les défauts des caméras d'alors qui ont un rendu très vidéo. Déjà, rien que ça, c'est assez déstabilisant pour qui aime bien la belle image. Et oui, c'est vrai que c'est à base de caméras à l'épaule assez imprécises, de décadrage intempestif et pas toujours voulu, on a l'impression, de flou, pas très artistique, d'acteurs pas très bons. Mais bon, ça, en même temps, on sait que c'est bis. On peut se poser la question, parce que du coup, voilà, en fait, on a affaire à un vrai film bis qui a effectivement tout le côté un petit peu branque que pouvaient avoir les films bis, branque mais attachant, et qui a aussi cette espèce d'agressivité complètement décomplexée, et qui en plus, du coup, a un propos. Et c'est pour ça que le film, en même temps, le film est très attachant dans ses défauts, et le jeu approximatif, ça nous rappelle aussi le jeu approximatif de certains comédiens qu'on pouvait voir dans les grands films italiens. Non, mais je pensais que tu as dans l'Allemand Cannibal, il y a comme une actrice dedans, je crois, May Mayday, je crois, qui a des faux seins en plastique, alors que c'est une nana dans la jungle et tout, qui a des seins énormes qui pointent et tout, en plastoc et tout. C'est ça, ce côté, on s'en fout, elle était là, puis moi ça va très bien, voilà. C'est ce côté. Du coup, pour reboucler à ce que disait Laurent tout à l'heure, est-ce que c'est une démarche un peu grindhouse, genre on s'en fout, certains, ou pas du tout? Non, pas du tout. Du coup, là, pas du tout, quoi. Non, parce qu'en plus, c'est aussi la grande force du cinéma de Roth, c'est en fait, il raconte ses histoires de manière extrêmement premier degré. Donc, du coup, il n'y a pas de posture un peu ricanante, un peu. Voilà, c'est pas un cinéaste qui est postmoderne, quand bien même il a des références. Et du coup, il fait pas du cinéma grindhouse, et il essaye pas justement comment dirais-je, d'y greffer des espèces d'affêteries type fausses griffures de pellicule, tous les trucs atroces. Qu'on a subi justement après Boulevard de la Mort et Planète Terreur, quoi. Puis c'est un des seuls de toute manière de sa génération à être capable de reprendre à son compte ses influences, mais de les greffer dans des projets qui ont, même sans ces influences, ces projets seraient intéressants. Ils auraient déjà, on enlèverait les références dans Hostel ou dans Cabin Fever. Il n'empêche que les films auraient toujours des progressions dramatiques intéressantes, un contenu intéressant, et ça, ouais, c'est quand même un des seuls à être capable de le faire. Je voudrais revenir juste, en fait, on arrive bientôt à la fin du podcast niveau timing, mais il y a un film, pourtant c'est considéré comme beaucoup de gens comme son meilleur film, on l'a quasiment très peu parlé de lui, c'est Hostel 2 en fin de compte, on en a très peu parlé en fait, on en a parlé. Xavier, tu n'aimes pas trop Eli Roth, mais tu as dit que c'était Cabin Fever ton préféré, mais t'aimes bien aussi. C'est Cabin Fever, mais entre Hostel et Hostel 2, je préfère Hostel 2. Hostel 2 est vraiment considéré comme beaucoup de gens, tout le monde dit c'est là qu'il a atteint une sorte de maturité. Enfin, à l'époque, dans la presse, tout le monde disait que c'était génial. Enfin, c'était le dithyrambique. Les plans sont déjà plus beaux, ne serait-ce que les personnages. Moi, j'accroche plus aux personnages plutôt que dans le premier où c'est quand même un peu des gros cons, quoi. Et du coup, quand les petites nanas là, elles se font littéralement défoncer, ça fait quand même aussi mal au cœur. Tu donnes envie de le revoir. Parce que c'est sa première suite, et Hostel 3, s'il y a eu un 3, n'a pas été fait par lui. Tout comme les Cabin Fever, il y en a eu 2, 3, 4, je crois, je peux en parler. Il y a un quatrième en cours de gestation. C'est un remake du premier. Ah oui, c'est vrai. Non, mais il faut dire que il a été annulé le quatrième, la suite de Patient Zéro. Voilà. Les films ont connu des suites, mais là c'est la première fois qu'il lui-même faisait une suite, et il n'a pas fait la suite après d'Hostel. Il n'a pas fait Hostel 3. Il n'a même pas produit. Hostel 3, je sais pas s'il est intéressé dessus. Non, je crois que c'est un DTV de toute façon. C'est un DTV. Ça se passe à Las Vegas par ailleurs. Ça en dit long sur l'intérêt du truc. C'est très mauvais. Et donc il a fait le 2 quand même, c'est que ça lui comme tenait à cœur, à moins qu'il vraiment à ce moment-là il manquait de thunes, je sais pas quoi, mais en fait le 2 apparemment il avait quelque chose à dire, je pense. Peut-être pour finir, on parle beaucoup de faire des trilogies, lui il voulait peut-être finir son film en 2 parties, voilà, c'est peut-être son truc. Je me demande est-ce que ça voilà, qu'est-ce que voilà, je lance, moi j'ai rien à dire là-dessus, mais je lance des idées. Quelque part, Green Inferno pourrait presque être considéré comme un Hostel 3, dans le sens où on retrouve exactement la même logique de personnages qui vont d'un autre coin de la planète pour exercer leur espèce d'impérialisme très sûr de lui et très m'as-tu vu, et pour tomber dans les griffes de personnes qui vont finalement les prendre à leur propre jeu et leur faire subir un châtiment bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Donc ouais, moi je me demande s'il a pas fait son Hostel 3 avec The Green Inferno. Ouais. Et en plus sur Knock Knock, il dit que le personnage de Kenny Reeves pourrait être un des personnages du premier Hostel. C'est-à-dire une espèce de
de glandus de je ne sais quelle faculté qui aurait réussi et qui serait en vie du coup et qui aurait 40 balais dans une baraque de fou quoi. C'est intéressant parce que ça crée une espèce de sorte une espèce de sorte bidule de machin de micro univers un peu tarantinien dans la logique mais beaucoup vraiment sur un ton en dessous en matière de t'as vu moi je pense mes trucs et tout mais finalement c'est très cohérent dans l'univers qu'il développe dans ses films. Et juste du coup son prochain projet. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que va faire Monsieur Ross? Moi j'ai entendu parler de requins géants. Meg. Mais je ne sais pas si. Meg, on en parlait avec. C'est un biopic sur Meg Ryan. Et sur comment elle a pu changer. Comment elle a pu changer physiquement. C'est un film de monstre. C'est un film, c'est clair. Non, c'est un projet maudit à Hollywood depuis des années et des années. C'est peut-être un des plus longs development hell qui est connu Hollywood. C'est tiré d'un best-seller qui parle d'un requin préhistorique libéré d'une caverne après je ne sais plus quelle catastrophe ou explosion et qui va manger des gens forcément voilà. Et le film a failli se faire plusieurs fois sous la houlette de plusieurs réalisateurs, est resté enterré et avec le succès de Jurassic World, Sharknado. Voilà. Oui, mais je pense que ça doit jouer aussi. Mais 3 jours ou 4 jours après le carton de Jurassic World, le film était relancé. Avec Eli Roth aux commandes et on se demandait avec Fausto ce matin si on verra un jour ce film, on n'en est pas bien sûr. On vit pas ensemble pour info. Mais juste... Non, mais on est en période de bouclage, donc en bouclage on est beaucoup plus proche que d'habitude. C'est son premier film fantastique du coup. Moi j'étais dans la douche et Fausto se rasait. Oui, il faut faire fantastique quoi, mais ce serait franchement un film de monstre, enfin fantastique. Il s'écarterait un petit peu de ce qu'on a dit tout à l'heure où l'ennemi c'est l'humain et ça serait. Mais quand même que, enfin moi je suis curieuse de savoir ce qu'il pourrait faire de ça. C'est un requin qui va aller au spa, non, je sais pas, il va faire plein de trucs. Dans toute la première moitié, il va rien faire. Il va se passer, on va le voir. Il va se taper des requins. Justement, c'est assez intéressant parce qu'il disait qu'il parlait des dents de la mer et il disait que ce qu'il aimait dans les dents de la mer. C'est de la merde, je parle mieux, vous allez voir. Non, il disait que ce qu'il aimait dans les dents de la mer, c'est que c'est un film où mine de rien, c'est pas qu'il se passe rien pendant toute une partie, mais qu'avant que les personnages partent en mer pour aller vraiment chasser le requin, il se passe quand même beaucoup de temps, que c'est quelque chose qui construit la tension, qui installe les personnages. Donc ça m'étonnerait pas de le voir faire quelque chose similaire. Mais en fait, il y a quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé justement par rapport à Eli Roth. Non, mais c'est le fait que c'est certainement un réalisateur qui n'est pas spécialement fait pour les majors. Et que Meg risque d'être un film de major avec un gros budget et qu'on se demande comment Eli Roth peut est-ce qu'il se laissera vraiment imposer des lois, en tout cas des règles qu'il n'aura pas envie de suivre, surtout que comme on voit quand même que ces derniers temps les réalisateurs qui ont un petit peu de caractère sont systématiquement écartés des grosses productions américaines. Donc, quand tu vois un James Gunn qui est pourtant un punk à la base et tout, il a quand même fait des scénarios pour des majors. Mais... Ouais, mais je trouve que James Gunn est très très malin. Je pense qu'il est passé maître dans l'art du louvoiement pour réussir à faire à peu près ce qu'il veut, tout en faisant plaisir à tout le monde. Je trouve que c'est une exception, Gunn, assez intéressante d'ailleurs. On verra pour son prochain film. Mais voilà, donc Meg, très envie de le voir. Surtout avec Eli Roth aux commandes, mais est-ce que ça se fera? Moi, je suis pas sûr. Selon les sorties de Knock Knock, ça sort quel 23 septembre. 23 septembre. Green Inferno. 16 octobre, en e-cinéma. Meg. On croise les doigts pour que ça sorte. Dans ton cul. Voilà. Et sinon, le 12 septembre, la nuit excentrique. Voilà. Et c'est ça les rendez-vous. Et le 3 octobre, la grande soirée au Rex. En fait, on va faire un petit live aussi là-dessus. On a modifié un petit peu, là. On faisait les nuits du pif, on améliore le système, on va faire plutôt donc, des doubles programmes plus fréquents. Consacrés aux films de cannibales. Voilà, plus fréquents, donc voilà, ça sera donc le premier qu'on va inaugurer, c'est donc Green Inferno et Cabin Fever. On ne s'interdit pas d'en faire un autre avant le festival, donc entre début octobre et début novembre, même si ça me semble un peu compliqué, et je vois autour de moi des gens qui font non, tais-toi, chut, voilà. On sera peut-être plutôt après le festival, voilà, on va faire ça plus souvent, mais un double programme, 20h, 22h. Un programme de Noël. Un programme de Noël, on fera ça avec, pourquoi pas, il y a plein de trucs à faire. Cannibal Holocaust et Cannibal Ferox. Cannibal Holocaust, Christmas Edition, et voilà, on peut trouver plein de trucs à faire. Voilà. Je remercie tout le monde ici présent. Merci Cyril, merci Laurent, Fausto, Xavier et surtout Jérôme. L'homme de l'ombre. Merci à vous tous. À bientôt. À bientôt.